Donald Trump souhaite rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et si possible cette année, une annonce qui intervient alors que les tensions entre la Corée du Nord et la Corée du Sud ne cessent de s'accroître. Mais alors une telle rencontre est-elle vraiment possible et surtout quel pourrait être l'objectif de Donald Trump? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien, c'est le sujet à la une de nos actus du jour. Cette annonce de vouloir renouer le dialogue avec Kim Jong-un a été faite par le président des États-Unis ce lundi à la Maison-Blanche et ce justement en présence du nouveau président de la Corée du Sud, Lee Jae-myung. Cette rencontre avait pour but de discuter des questions commerciales, mais aussi des enjeux sécuritaires de la Corée du Sud. Alors d'abord, en matière de commerce, il faut savoir que les deux pays avaient convenu le mois dernier que Séoul investirait 350 milliards de dollars aux États-Unis en échange d'un droit de douane de 15% sur les importations sud-coréennes contre 25% comme l'avait menacé Trump. Et concernant les enjeux sécuritaires, il y a notamment la question des relations entre les deux Corées. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la volonté de Donald Trump de rencontrer Kim Jong-un a été plutôt bien reçue par le président sud-coréen qui a déclaré attendre avec impatience cette rencontre. Lee Jae-myung en a également profité pour demander à Donald Trump de jouer un rôle dans l'établissement de la paix dans la péninsule coréenne. On revient en détail là-dessus dans quelques instants, mais pour continuer sur cette rencontre, selon Lee Jae-myung, Donald Trump est, je cite, la seule personne qui peut faire avancer le dossier. Il estime que beaucoup de guerres sont en train de cesser grâce à lui et, je cite toujours, parmi les dirigeants du monde, il serait le seul à avoir accompli de telles choses. De nombreux analystes et médias, dont Politico, ont tenu à souligner les nombreuses louanges du président sud-coréen envers Donald Trump. En fait, en se présentant comme quelqu'un avec les mêmes centres d'intérêt que Donald Trump et en vantant ses mérites, Lee Jae-myung espérerait en tirer plusieurs choses. La première, c'est qu'en instaurant cette atmosphère, le président sud-coréen a potentiellement évité que Donald Trump ne ressente le besoin d'insister sur des questions plus épineuses. Il y a notamment le fait que le président des États-Unis souhaite racheter entièrement certaines bases militaires américaines en Corée du Sud. Ces bases, actuellement louées par les États-Unis, doivent, selon un accord signé en 1953, être restituées à terme, ce qui ne serait donc pas le cas si les États-Unis venaient à les acheter. Le deuxième, c'est d'ailleurs l'ambition de Lee Jae-myung depuis son arrivée au gouvernement en juin 2025, permettre de rendre la Corée du Sud plus sûre à long terme en améliorant potentiellement, avec l'aide des États-Unis, ses relations avec la Corée du Nord. Et le dernier point qui est lui aussi important, c'est de garder des bonnes relations avec les États-Unis pour s'assurer que la Corée du Sud ne soit pas exclue de potentielles négociations entre les États-Unis et la Corée du Nord si de telles négociations pouvaient avoir lieu un jour. On en parle très régulièrement dans ce format, mais les tensions entre la Corée du Nord et la Corée du Sud se sont pas mal accentuées récemment. Depuis la guerre de Corée qui a eu lieu de 1950 à 1953, la Corée du Sud et la Corée du Nord sont toujours aujourd'hui techniquement en guerre puisqu'aucun véritable traité de paix n'a jamais été signé entre les deux pays. C'est ce contexte qui a donc mené à la création d'un immense mur entre les deux pays. Si le sujet vous intéresse, on en a fait une vidéo sur notre chaîne Grand Format, le lien est en description. Et malgré certains rapprochements historiques, depuis 2024, la Corée du Nord a grandement intensifié ses essais de missiles et désigne régulièrement la Corée du Sud comme étant, je cite, le premier pays hostile. Et au milieu de tout ça, les États-Unis ont une place très importante dans le conflit puisque selon l'armée américaine, plus de 28 500 soldats états-uniens sont basés en soutien en Corée du Sud et les deux pays organisent aussi régulièrement des exercices militaires conjoints en réponse aux menaces de la Corée du Nord. Maintenant qu'on a dit ça, à quoi pourrait vraiment servir cette rencontre et est-elle vraiment plausible? Bon, il faut savoir que Donald Trump et Kim Jong-un se connaissent et se sont déjà rencontrés 3 fois lors du premier mandat du président américain. L'une des rencontres avait même mené à un moment historique en 2019 lorsque Donald Trump est devenu le seul président américain en exercice de l'histoire à mettre un pied en Corée du Nord. Malgré tout, les différentes négociations se sont finalement terminées sans avancée majeure et les relations entre les deux Corées se sont globalement détériorées depuis. L'un des points de négociation de l'époque et qui est toujours une volonté de la Corée du Sud et des États-Unis, c'est notamment la dénucléarisation de la Corée du Nord, donc que le pays accepte de renoncer à son arsenal nucléaire et donc par conséquent à la bombe nucléaire. Dans leurs dernières négociations, Kim Jong-un exigeait notamment la levée complète des sanctions américaines contre la Corée du Nord en échange d'un démantèlement partiel des sites nucléaires nord-coréens. Mais cette demande était un point de blocage majeur car les États-Unis refusaient de lever toutes les sanctions sans une dénucléarisation complète et vérifiable de la Corée du Nord. Et c'est ce désaccord majeur qui a finalement provoqué la rupture des négociations et marqué ce qui est considéré comme étant l'un des plus importants échecs de Donald Trump. En tout cas, à l'heure actuelle, la Corée du Nord n'a toujours pas réagi à la volonté de Donald Trump de rencontrer Kim Jong-un et le fait de vouloir dénucléariser le pays ne semble pas être à l'ordre du jour pour la Corée du Nord. Kim Jong-un affirme régulièrement sa volonté de maintenir son arsenal nucléaire et se dit être prêt à utiliser, je cite, sans hésiter tous les moyens offensifs à sa disposition, y compris l'arme nucléaire en cas d'attaque. On suivra donc évidemment si une telle rencontre et de telles négociations pourraient de nouveau avoir lieu. En attendant, je vous laisse
avec Samy pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous, on commence avec cette actu. Les casques bleus, donc les soldats de maintien de la paix de l'ONU, quitteront le Liban en 2027. C'est ce qu'a décidé le Conseil de sécurité de l'ONU ce jeudi. En fait, depuis mars 1978, la FINUL, donc la force de maintien de la paix dans le sud du Liban, est déployée dans le sud du Liban pour faire tampon entre Israël et le Liban. Elle avait été créée à l'origine pour superviser le retrait de l'armée israélienne du sud du Liban après son offensive de 1978. Et aujourd'hui, la FINUL compte plus de 10 000 casques bleus chargés de surveiller la frontière, d'éviter une reprise des combats, notamment entre Israël et le Hezbollah, et de soutenir l'armée libanaise dans la région. Depuis 1978, le mandat de la FINUL a été renouvelé chaque année, mais cette année, Israël et les États-Unis ont donc réclamé son départ. Finalement, l'ONU a adopté à l'unanimité une résolution qui prévoit de prolonger une dernière fois le mandat de la FINUL jusqu'au 31 décembre 2026. À partir de cette date, un retrait progressif devra s'engager pour s'achever l'année suivante. Après ça, ce sera l'armée libanaise qui assurera seule la sécurité dans la région. Les États-Unis et Israël ont salué cette décision, tout comme le Premier ministre libanais Nawaf Salam qui a remercié la France qui est à l'origine de cette proposition. À noter que ce vote de l'ONU intervient alors que le Liban s'est engagé à désarmer d'ici la fin de l'année le Hezbollah, qui est un parti politique islamiste libanais, mais aussi une organisation armée classée comme terroriste par de nombreux pays. Deuxième actu, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France ont déclenché une procédure à l'ONU pour rétablir des sanctions internationales contre l'Iran face à une impasse des négociations sur le nucléaire. En 2015, un accord international avait été signé pour encadrer le programme nucléaire iranien, limiter l'enrichissement d'uranium, qui est un élément clé pour fabriquer une bombe atomique, et renforcer les inspections en échange d'une levée des sanctions à l'encontre de l'Iran. Mais en 2018, Donald Trump s'est finalement retiré de cet accord, estimant qu'il ne permettait pas réellement d'empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Depuis, l'Iran a repris progressivement l'enrichissement d'uranium, dépassant les limites imposées par l'accord de 2015. Le pays est soupçonné par plusieurs pays de vouloir se doter de l'arme nucléaire, mais de son côté, l'Iran affirme que son programme ne sert qu'à des fins civiles. En tout cas, pour la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, depuis 2019, l'Iran ne respecte plus l'accord nucléaire de 2015. Ils ont donc décidé d'enclencher ce qu'on appelle le snapback, une clause prévue dans cet accord qui permet de réactiver sous 30 jours toutes les sanctions internationales contre l'Iran si le pays ne respecte pas ses engagements. De son côté, l'Iran a promis une réponse à cette décision qu'elle juge illégale et injustifiée. Le pays avait déjà menacé d'exclure les Européens de toute future négociation autour de son programme nucléaire. Troisième actu, le bilan des frappes russes de ce jeudi sur Kiev, la capitale de l'Ukraine, s'est alourdi. Selon un dernier rapport du gouvernement ukrainien, au moins 23 personnes ont été tuées et 53 ont été blessées dans ces frappes qui ont ciblé un quartier résidentiel de la ville. Le sort de 8 personnes reste pour le moment inconnu. À noter que ces frappes, qui ont touché 225 immeubles résidentiels, ont aussi touché les locaux de la mission de l'Union européenne en Ukraine et du British Council, on en parlait hier. Face à ça, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé à mettre fin à cette guerre et notamment via des sanctions fortes, une forte pression et des mesures énergiques sur la Russie. De son côté, le porte-parole de Donald Trump a rapporté que le président des États-Unis n'était, je cite, pas content mais pas surpris par ces frappes. Ce jeudi, le gouvernement des États-Unis a annoncé la vente à l'Ukraine de 3350 missiles américains et d'équipements connexes pour 825 millions de dollars. Quatrième actu, en France, l'intersyndicale a appelé à une mobilisation nationale le 18 septembre pour protester contre les propositions d'économie présentées par le Premier ministre François Bayrou en vue du budget 2026. La réforme du budget souhaitée par le Premier ministre pour réaliser près de 44 milliards d'euros d'économies est très contestée à l'Assemblée nationale mais aussi au sein de la population. Dans leur communiqué, les syndicats dénoncent des mesures d'une brutalité sans précédent et disent refuser que ce soit encore les travailleurs, les demandeurs d'emploi, les jeunes et les retraités qui paient la facture de la dette. Ils réclament notamment des mesures pour lutter contre la précarité et renforcer la solidarité, des investissements dans une transition écologique juste ou encore des mesures contre les licenciements et pour la réindustrialisation de la France. Cette grève s'ajoute donc au mouvement citoyen de blocage du 10 septembre soutenu notamment par la CGT mais pas par la CFDT par exemple. On suivra évidemment tout ça. Cinquième actu, 8 mairies ont décidé de bannir temporairement le thon des menus dans leurs cantines scolaires. Il s'agit de Paris, Lyon, Montpellier, Grenoble, Lille, Rennes, Bègles et Mouans-Sartoux. En fait, fin 2024, les ONG Bloom et Foodwatch avaient alerté sur la contamination du thon au mercure après avoir fait tester aléatoirement 148 boîtes de thon en conserve. Le mercure, c'est une substance nocive pour la santé qui est présente en grande quantité dans l'océan et finalement l'étude avait montré que 100% des boîtes étaient contaminées au mercure. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le mercure fait partie des 10 substances les plus préoccupantes au monde. À haute dose, il est toxique pour le système nerveux central de l'être humain et face à l'absence de prise de mesure depuis cette enquête,
Ces 8 mairies ont donc décidé de ne plus proposer de thon dans les menus scolaires, à noter que le thon est le poisson le plus vendu en Europe selon Bloom. Et on finit avec cette actu, 5 sites pornographiques ont finalement pris des mesures pour vérifier l'âge de leurs visiteurs. Il s'agit de XNXX, Xvideos, Xhamster, Xhamsterlife et Tnaflix, qui avaient reçu en août une mise en demeure de l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel et du numérique français. En fait, mi-juillet, le Conseil d'État, donc la plus haute juridiction administrative en France, a rétabli un arrêté qui oblige à vérifier l'âge des utilisateurs des sites pornographiques en envoyant une photo ou un document d'identité par exemple, tout en proposant au moins une méthode garantissant le double anonymat, donc la possibilité de prouver sa majorité sans pour autant révéler son identité. Aujourd'hui, les sites qui ne respectent pas cette mesure peuvent être sanctionnés par l'Arcom et ces sanctions peuvent aller jusqu'au blocage du site. Merci Samy pour ces actualités et merci à vous d'avoir suivi ce format. Sachez qu'on le continue le week-end, le samedi en l'occurrence, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à plus tard.